puisque les espérances orientales de Bonaparte ont été déçues devant Saint-Jean d'Acre, puisqu'il ne peut pas être l'empereur de l'Orient, eh bien c'est la France qui va déguster. Pour essayer de comprendre ce qui s'est passé à Brumaire, il faut, je crois, que nous jetions un regard sur les 10 dernières années, 1789-1799. Je vous rappelle ce que j'avais raconté dans mon exposé général sur la Révolution française, que le mouvement de 1789, c'est avant tout l'effort d'une nouvelle classe sociale qui s'était constituée au XVIIIe siècle et qui s'appelle la bourgeoisie d'affaires, l'effort de cette classe pour saisir les leviers de commande. Les leviers de commande de la France étaient aux mains de la noblesse et du clergé. Ces gens qui appartenaient à la roture, c'est-à-dire les bourgeois d'affaires, s'impatientent parce que les autres ne payent pas d'impôts alors qu'eux-mêmes en paient et parce que la banqueroute était imminente. Ils réussissent leur coup. Ils s'intitulent eux-mêmes tiers-état alors qu'ils sont la frange extrême, enfin, si vous voulez, la crème ou la lie du tiers-état, ceux qui sont des roturiers, et ils vont pratiquement, grâce à une plèbe qu'ils ont déchaînée le 14 juillet, mais qu'ils ont contenue étroitement ensuite, ils vont s'emparer effectivement du pouvoir. Lorsqu'ils établissent la législative, c'est-à-dire la nouvelle constitution, la législative se réunit en septembre 91, ils ont l'impression qu'ils y sont, que la partie est gagnée. Le prolétariat, c'est-à-dire la cariatide, enfin ceux qui travaillent, est premièrement éliminé de la vie politique, puisque les pauvres n'ont pas le droit de voter, puisque uniquement les riches votent. Deuxièmement, le prolétariat est désarmé, puisqu'il y a une certaine loi, le Chapelier, du 14 juin 91, qui décide que les prolétaires n'ont jamais le droit de s'unir, en particulier par la défense de leur salaire. Il faut qu'il soit une poussière malléable. Et enfin, le 17 juillet 91, Lafayette a fait mitrailler le peuple. Il a reçu sa leçon. Donc, on a l'impression que ça va marcher. Seulement, le 10 août est intervenu. Vous savez ce que c'est, le 10 août? C'est la population parisienne qui s'élance, qui chasse le roi, suffrage universel, Robespierre qui vient au pouvoir, et cette fois, c'est la cariatide qui a la parole. Il faut que je vous rappelle cette phrase importante de Voltaire, que l'on ne cite presque jamais, et qui est la pensée profonde des constituants, qui étaient presque tous des voltairiens. Une nation bien organisée, disait Voltaire, est celle où le petit nombre fait travailler le grand nombre, et nourrit par lui, et le gouverne. Ben, Robespierre était quelqu'un qui ne marchait pas dans ses idées voltairiennes. Robespierre s'était dit, ce petit nombre qui fait travailler le grand nombre, ça doit être fini. Le grand nombre a voix au chapitre. Les prolétaires, ce sont des gens qui doivent vivre, qui doivent respirer comme les autres. Je vais donc essayer de les faire participer aux affaires publiques. Vous comprenez qu'un pareil scandale, c'était absolument inadmissible pour les notables qui avaient peuplé successivement la Constituante, la législative et la Convention, car ce sont encore les notables qui sont là, et en particulier ces Girondins que l'on peut, je crois, définir en disant c'était un petit groupe de bourgeois arrogants et beaux parleurs. Ça ne va pas durer longtemps, l'intermède de Robespierre, l'intermède odieux, enfin inqualifiable, puisque les pauvres remuent, il faut surtout qu'ils ne remuent pas. Alors, avant 2 ans, on aura réglé les questions. 10 août 92, suffrage universel, 9 thermidor, c'est-à-dire 27 juillet 94, Robespierre est écrasé, on revient au bon ordre, Boissy d'Anglas annonce un pays gouverné par les propriétaires et dans l'ordre, et de nouveau on a rétabli le sens électoral. Malheureusement, c'était un succès incertain et incomplet, celui du 9 thermidor. Et le but, c'est d'établir d'une manière définitive au pouvoir les profiteurs de 89. Alors pendant des années, c'est-à-dire du temps du directoire, qu'on va se traîner qu'à un quart, en donnant un coup à droite, un coup à gauche, une politique de bascule. Il y a le coup d'état de Fructidor contre les royalistes, il y a le coup d'état du Floréal contre les jacobins, mais dans l'année 99, où nous sommes, puisque le 9 novembre 99, c'est Brumaire, dans l'année 99, la situation s'est salement compliquée, si je puis dire. De nouveau, comme en 93, la patrie a été en danger. Elle a été en danger à cause de Bonaparte, il ne faut pas l'oublier, je vous le disais la dernière fois, parce que les Russes sont intervenus, parce que des forces austro-russes se sont jetées sur l'Allemagne, ont envahi la Suisse, menacent la frontière française, et l'Italie du Nord, qui avait été capturée par Bonaparte, est reprise. Bonaparte avait appris tout ça, vous savez, il s'était dit pour l'Allemagne, ça je m'en moquais un peu, mais l'Italie du Nord, c'est mon affaire, il faut donc que je revienne pour tout ça. Bien. Alors, au moment où la patrie avait été en danger, l'esprit robespierriste, l'esprit de la défense nationale et l'esprit républicain avaient repris des forces. Et on avait aboli le remplacement militaire. Vous savez que jusqu'alors, les riches avaient le droit de ne pas aller se battre, ils achetaient un pot pour les faire tuer à leur place. Et voilà que les gens, les jacobins de 99, avaient décidé plus de remplacement militaire. Tout le monde doit aller se battre. Deuxièmement, on avait décidé que la classe aisée devait payer en emprunt spécial pour financer cette guerre. La défense nationale exigeait de l'argent. Et on avait eu l'idée saugrenue de prendre l'argent où il est. Alors on m'avait dit, emprunte 100 millions forcés sur les riches. Et en plus, on avait décidé même qu'il y aura un impôt progressif, c'est-à-dire que le taux de l'impôt monterait avec l'énormité de la fortune. Vous n'imaginez pas le scandale que ça avait été. Des gens comme Madame de Staël, par exemple, Elisabeth
de quoi elle parlait quand elle parlait d'argent. Madame de Staël disait, mais c'est un attentat à l'égalité. Enfin, comment on change le taux de l'impôt selon que l'on est moins riche ou un peu plus riche? Inadmissible. Elle va même dire, Madame de Staël, dans son récit, ses réflexions, considérations sur la Révolution française, elle va dire, les personnes aisées en étaient réduites à affecter les apparences de la misère. Bien entendu, on n'était pas misérable parce qu'on est obligé de donner un petit emprunt forcé. Mais on affectait les apparences de la misère, alors à quoi ça sert d'avoir de l'argent si on ne peut plus en faire ostentation? Et puis Albert Vandal, qui est un homme très sérieux, qui a fait un très bon livre auquel il faut se référer, qui s'appelle L'Avènement de Bonaparte, et un Albert Vandal, qui est ce qu'on appellerait aujourd'hui tout à fait un bien-pensant, va écrire, d'une manière à nous tirer les larmes, Paris sans luxe véritable, sans équipage de maître, se mourait de consomption et d'ennui. Du reste, Vandal avait écrit dans son livre un énorme aveu, les classes aisées en venaient à attendre l'étranger, elle l'appelait même, peut-être, c'était pas moi qui écrit des choses forcenées comme celle-ci, c'est ce monsieur Vandal si raisonnable. Alors donc, en point forcé. Troisièmement, les délégations aux fournisseurs. Qu'est-ce que c'est que ça? Les fournisseurs sont des gens qui se sont enrichis comme Voltaire. Vous savez sans doute que l'énorme fortune de Voltaire, 600 millions qu'il a laissé quand je parle de millions d'aujourd'hui, hein, il avait laissé 600 millions qu'il avait gagnés dans les fournitures militaires. Ben, les fournisseurs étaient des gens qui entendaient se faire payer. Et ils avaient obtenu de la faiblesse du directoire ce que l'on appelait des délégations, c'est-à-dire un droit prioritaire sur les rentrées d'impôts. Quand des impôts rentraient, les fournisseurs devaient être payés avant tout le monde. Et voilà que le gouvernement jacobin, l'influence jacobine au Conseil des 500, avait décidé que les délégations aux fournisseurs étaient suspendues jusqu'à apuration de leurs comptes. Et comme les comptes des fournisseurs étaient presque toujours des comptes truqués, vous pensez que ces gens étaient furieux. On reparlait même du maximum. Rappelez-vous, le maximum, c'était Robespierre qui avait fait décider que les denrées de première nécessité ne devraient pas dépasser tel prix, et que si les grossistes y perdaient, tant pis, de moins que les petits gens pouvaient vivre. On reparlait du maximum. Et la Revellière, ça lui a coûté son poste de directeur. La Revellière qui était un très honnête homme. On nous dit aujourd'hui, c'est les membres du directoire, c'est tous des pourris. Oui, il y avait Barras, mais un type comme Rebelle, un type comme La Revellière, François de Neufchâteau, c'était des gens parfaitement propres. Et bien, La Revellière avait dit, je décide, en décembre 98, oui, je décide qu'il y aura maintenant, auprès de chaque général, un contrôleur financier. Comme la plupart des généraux étaient des généraux de rapine, maintenant ils ne pourraient plus rapiner parce qu'il y aura un contrôleur de l'État qui regarderait ce qu'il fait. Vous imaginez leur fureur. Si on parle maintenant du maximum, un homme comme Benjamin Constant, qui se met beaucoup en avant, va décider de déclarer au club constitutionnel toutes les mesures des législateurs doivent tendre à maintenir la propriété, la préserver, la consolider, l'entourer d'une barrière sacrée. Intéressant ce mot sacré. Il est apparu pour la première fois dans la Déclaration des droits de l'homme. C'est voltairien de la Constituante. Ce sont des gens qui ne croient plus en Dieu, mais ils croient en un nouveau Dieu qui s'appelle l'argent. Alors maintenant, il y a ce sacrement de la propriété, des barrières sacrées. Si ça continue dans cette lancée de 99, si la propriété est en péril, eh bien alors tout ce qu'on a fait depuis 89 est aussi en péril. Il faut absolument que ça s'arrête. Il y a une légende bien établie. Appelons ça de son véritable nom et un mensonge, au sujet de ce que Bonaparte va pouvoir accomplir dans cette France de 99. Monsieur Bainville écrit, quand Bonaparte prit en main la France, elle était sur le point de succomber. Et Gabriel Hanotaux, l'Académie française, quand le désordre est arrivé à son comble, quand le péril extérieur menace la sécurité du pays, un gouvernement fort est indispensable. Et bien, il y a deux inexactitudes dans ces affirmations. Car la situation extérieure, elle était parfaitement rétablie quand Bonaparte va arriver. Dès qu'il a débarqué à Fréjus, il l'a appris. Il avait bien su, en Égypte, qu'il y avait une situation extérieure très dangereuse, je vous l'ai dit, lorsque les Austro-Russes s'avançaient vers nous. Mais le général Masséna, en Suisse, et le général Brune, en Hollande, avaient rétabli la situation et il n'y avait plus de menace extérieure. Par conséquent, il n'est pas vrai de dire que la France allait succomber. Et du reste, lui-même, Napoléon, dans un texte du 22 décembre 1816, à Sainte-Hélène, par conséquent, texte que vous trouvez dans ces fameux mémoires de Bertrand qui sont capitaux, enfin, je souligne ça, les cahiers de Bertrand nous ont appris des milliers de choses sur la pensée et l'action de Bonaparte. Voilà ce qu'il va dire à Bertrand. Bertrand venait de répéter devant lui la tradition, heureusement que vous êtes arrivé, sire, parce que la France est en train de mourir si vous n'aviez pas fait le coup de Brumaire. Et cyniquement, Napoléon va lui dire, mais non, au dehors, le péril n'existait plus, et à l'intérieur, le directoire avait les moyens de se soutenir. Il n'y avait à craindre aucune dissolution, aucune dislocation du pays. On nous répète encore aujourd'hui, c'est ce que j'ai appris dans mes classes, que le directoire était un gouvernement pourri et faible. Je viens de vous dire qu'ils n'étaient pas tous pourris. Faibles, sans doute. Ils avaient supprimé sottement les agents nationaux que Robespierre avait établis. Qu'est-ce que c'était les agents nationaux? C'était des représentants permanents et autoritaires du pouvoir
auprès des départements. Alors là, il y avait un contrôle, en effet, du pouvoir central sur les départements. Comme le directoire les avait supprimés, il y avait en effet une sorte d'anarchie. Les impôts rentraient mal, il y avait du brigandage, la Vendée s'était soulevée. Mais on oublie toujours de nous dire que c'est sous le directoire qu'une prospérité économique réelle régnait en France. La preuve, c'est qu'il y avait la première exposition industrielle de France qui s'est établie en 1798. La preuve, c'est que les chiffres des exportations et des importations pour l'année 1799, où nous sommes, les voici: importation 250 millions, exportation 300 millions. La balance commerciale française était donc très favorable. C'est ce malheureux pays dont Bonaparte va s'emparer. Quand il arrive à Fréjus, il apprend deux nouvelles. Cette première nouvelle, je viens de vous le dire, c'était concernant l'extérieur, que la situation militaire est rétablie. Mon Dieu, il n'a qu'à se frotter les mains, puisque les marrons sont tirés du feu, il n'a plus qu'à les croquer, il n'a plus besoin, lui, de tirer l'épée pour se battre, puisque la France est protégée. Et il apprend une seconde nouvelle, c'est que Joubert, le général Joubert, a été tué le 15 août 1999 en Italie du Nord. Excellent, ça. Parce que Joubert, c'est un de ceux dont il se méfiait. Je vous ai déjà dit, c'est extrêmement important, et c'est une idée qui le suivra toute sa vie. Il y a autour de lui une bande de gens qui se croient les mêmes droits que lui, les généraux. On a déjà fait appel à des généraux dans la politique française. Vous vous rappelez qu'en 95, c'est Pichegru qu'on avait envoyé pour mitrailler le petit peuple. Vous vous rappelez aussi que Augereau, le général Augereau, était l'exécuteur de l'opération de Fructidor. Bonaparte a les yeux fixés sur les camarades en se disant quel est celui qui va essayer de faire le coup avant moi. Alors quand il apprend, en débarquant à Fréjus, que Joubert est nettoyé, excellent. Deux problèmes pour lui quand il arrive en France. Un problème privé, vous le savez, Joséphine, qu'est-ce qu'il va faire? Et un problème public, qu'est-ce qu'il va faire à l'égard des gouvernants, puisqu'il est absolument décidé à saisir le pouvoir. Joséphine, je l'ai déjà dit que le fait qu'elle le trahisse, ça n'intéressait pas beaucoup. En Égypte, il l'avait trahi ouvertement, il était avec une fille qui s'appelait Fourès, la femme du lieutenant Fourès. Comme elle s'appelait Belle-Île, de son nom de jeune fille, on l'appelait Belle-Îlotte. Elle se déguisait très volontiers en colonel de l'armée française, et elle s'asseyait dans la calèche de Bonaparte, qu'il affichait du reste dans les rues du Caire. Il avait amené avec lui, Bonaparte, Eugène. Eugène, c'était le fils de sa femme. Et bien, le fils de sa femme caracolait sur son cheval à côté de la calèche où se pavanait la petite Belle-Îlotte et le mari de sa mère. Bon, alors du point de vue sexuel, c'était sentimental non plus, ça n'intéressait pas beaucoup la conduite de Joséphine. Mais ce qui l'intéressait beaucoup, en revanche, c'était son comportement financier, l'histoire de la Malmaison. Avoir acheté à crédit le domaine de la Malmaison, qui représentait sans doute des centaines de mille francs, c'était un peu dur pour lui. Alors ses frères, ses deux frères, Lucien et Luciano et Giuseppe, sont venus à sa rencontre jusqu'à Lyon. Les Bonaparte détestent les Beauharnais. La Beauharnaille, comme ils disent. Ils détestent Joséphine, qui est une intruse, qui est une croqueuse, enfin, elle leur prend de l'argent qui est à eux, les Bonaparte. Alors, ils se sont précipités, les deux frères, pour essayer de persuader Bonaparte, dès son arrivée, de divorcer avec Joséphine. Ils ont chacun une situation. Ils sont tous les deux députés. L'aîné, Joseph, est député aux Anciens, et Luciano est député aux 500, et il va même le 23 octobre, nous ne sommes que le 9, il va même le 23 octobre arriver à être président des 500, ce qui est très important. Ils ont tellement monté Bonaparte contre Joséphine que quand il débarque à Paris, il arrive avant elle parce qu'elle avait pris une fausse route, elle était passée par la route de Lyon, lui était passé par la route la route de Dijon, il était passé par la route du Bourbonnais, elle l'avait loupé, elle avait pourtant dit à un ami qui s'appelait Goyer, elle lui avait dit, pourvu que je sois la première à voir Bonaparte, je ne crains rien. Elle voulait utiliser sur lui son pouvoir, elle ne l'avait pas vu, il est arrivé avant elle, et quand il arrive à leur appartement de la rue Chantraine, il donne ordre au concierge que quand Madame arrivera, elle trouvera ses frusques qui sont déposés là à l'entrée, elle doit partir. Il ne la recevra pas. Pourtant, elle va arriver, et pourtant il va la recevoir. Il racontera là-dessus les blagues dont il est familier, il va dire, qu'est-ce que vous voulez? Moi j'ai un cœur humain, comme les autres. Elle pleurait, Joséphine, et puis elle a fait venir ses enfants. Je m'étais enfermé dans mon bureau, et derrière la porte, j'entendais sangloter la petite Hortense, pauvre Eugène, enfin que j'aimais tellement. Oh, j'ai pas pu résister, je l'ai reprise. Ah non, je pensais bien que c'était pas un homme à faire des choses sentimentalement. Il l'a reprise parce que un divorce, c'est pas bon pour ce qu'il veut faire. Il veut être le chef de la France, et si on dit de lui qu'il a été ridiculisé par sa femme, on le sait dans certains milieux parisiens, mais s'il divorce publiquement, c'est pas à faire. Mais ça n'aurait pas suffi pour le décider. Ce qui va le décider, c'est qu'il se rappelle, il sait très bien, les accointances que Joséphine continue à avoir avec les milieux financiers. Elle n'est plus maintenant la maîtresse de son petit Charles. Au début de l'année encore, elle lui avait écrit une lettre en lui disant « Fais-moi passer 50 000 francs, je t'envoie 1000 baisers », ce qui faisait donc 50 francs de baisers. Maintenant, elle continue à faire des trafics avec la maison Baudin grâce à Charles, mais enfin, elle n'est plus sa maîtresse. Seulement, c'est justement ces accointances de sa femme avec les milieux financiers qui sont pour lui d'une extrême importance. On ne peut pas réussir le coup
qui peut réussir si on n'a pas des financiers avec soi. Et il lui dit tout de suite, dans les négociations qu'elle a avec lui, en disant « garde-moi, garde-moi », elle lui dit « mais je peux te mettre en rapport avec Collot, par exemple, avec Ouvrard, avec des gens très importants. » Et c'est pour ça qu'il va la prendre. Vous pensez bien qu'on n'avait pas attendu Bonaparte pour préparer des prises de pouvoir grâce à Sieyès. Et Sieyès avait envisagé avec Talleyrand diverses hypothèses. Talleyrand aurait été favorable à un appel au duc d'Orléans. Le duc d'Orléans, c'est pas celui qui a été guillotiné, puisque Égalité a été guillotiné en 93, c'est son fils. C'est son fils, c'est Louis-Philippe, c'est celui qui sera le chef de la France en 1830. À ce moment-là, c'est un jeune homme, et on pense qu'il ferait pas mal, une espèce de roi de gauche qui laisserait les bourgeois au pouvoir. Tout de même, reparler de royauté, ça me paraît à Sieyès pas très bien. D'autre part, Sieyès a des idées personnelles là-dessus. Lui, Sieyès avait songé à un moment à un prince prussien. Ça vous paraît stupéfiant, mais rappelez-vous qu'en 1792, on y avait déjà pensé. Il y avait pas mal de gens autour de Madame de Staël, autour de Narbonne, qui s'étaient dit on pourrait s'adresser à Brunswick. Brunswick, oui, l'homme du manifeste. Celui qui passait pour un grand philosophe. Du moment qu'il était protestant, il plaisait à Madame de Staël, il s'était dit surtout pas un prince catholique, mais si on mettait un souverain étranger, prussien par exemple, mais protestant, sur le trône de la France, ça serait pas mal. Barras n'est pas d'accord, enfin, il faut qu'on s'arrange entre soi. Alors on décide qu'on va faire le coup entre soi, c'est-à-dire les gens du directoire, en appelant naturellement un sabre à la rescousse. Quel sabre? Sieyès avait misé sur Joubert. Et Bonaparte s'en méfiait, c'est pourquoi il est si content quand il apprend que Joubert est tué. On a regardé du côté de Augereau et de Bernadotte. Mais Augereau et Bernadotte donnent plutôt dans le jacobinisme. Et il ne faut surtout pas faire du jacobinisme maintenant, qui a un danger de gauche. On s'est approché de Moreau. Oh, c'est le plus considérable. Celui que Bonaparte détestera. Il arrivera à le liquider, mais enfin pendant des années, il va avoir peur de Moreau. Moreau est imprudent, je dirais même imprudentissime. Et quand Sieyès s'avance auprès de lui, Moreau dit non, je veux attendre. Enfin, il se dérobe, quoi. Sieyès n'a pas du tout envie, même pas du tout envie de ce Bonaparte qui vient de surgir. Il le connaît, c'est un petit fauve. Sieyès a énormément d'avidité d'argent, il sait que Bonaparte veut aussi de l'argent, on ne va pas pouvoir s'entendre. Et ni l'un ni l'autre ne veulent faire le premier pas. Bonaparte a du reste été extrêmement désagréable à son arrivée au gouvernement, il s'est présenté, il arrive à Paris le 16 octobre, le 17 octobre il s'est présenté, il a fait des déclarations majestueuses, disant je laisse mon armée dans un état satisfaisant, l'armée qu'il avait carrément abandonnée, et qui est dans un état si peu satisfaisant qu'elle va être décimée par la maladie et que Kléber, à qui il a donné le commandement, se fera descendre l'année suivante par un révolté. Je laisse mon armée dans un état satisfaisant. D'autre part, je ne tirerai jamais l'épée que pour la défense de la République. Oui, ça paraissait satisfaisant. Mais dès le 17 au soir, il va se répandre dans Paris en disant la réception qu'on m'a faite à un homme comme moi, le général Bonaparte, c'est indigne. Premièrement, les tambours, non. Premièrement, on m'a fait attendre dans l'antichambre, au lieu de me recevoir tout de suite. Deuxièmement, les tambours n'ont pas roulé quand j'ai pénétré dans Luxembourg. Et troisièmement, on n'a pas ouvert les portes à deux battants lorsque j'ai pénétré. On m'a fait entrer par une porte à demi ouverte. C'est intolérable. En 97, vous vous rappelez, quand il revenait de Campo-Formio, il faisait l'humble, il faisait le civil, il faisait l'homme de l'Institut. Maintenant, il s'est fait couper les cheveux. Ça faisait un peu pique-nique, alors maintenant, il a des cheveux courts. Ça fait un petit peu mieux. Et puis, il a un sabre au côté. Il est en civil, il a une redingote vert olive, mais il a une ceinture mordorée et un sabre de mamelouk qui s'est enfoncé là sur le côté. Impérieux, hein, et presque impérial déjà. C'est Talleyrand qui va arranger les choses. Sieyès ne veut pas faire le premier pas auprès de Bonaparte, Bonaparte ne veut pas faire le premier pas auprès de Sieyès. Talleyrand dit à Bonaparte, écoutez, non, soyez un peu gentil, soyez réaliste, je sais, dit Talleyrand, que Sieyès a trouvé de l'argent. Il disposerait, paraît-il, de 30 millions déjà. Quand on parle millions à Bonaparte, vous savez, on l'a tout de suite. Alors Bonaparte se dit, il ne s'agit pas de blaguer, enfin, du moment que Sieyès a des financiers derrière lui, il faut y aller. On s'entend avec Sieyès, mais il y a deux points préalables à régler sur lesquels ils sont en désaccord. Et là, il faut que je sois très clair, parce que c'est très important de voir la manœuvre de Bonaparte. Sieyès voudrait un coup ouvertement anti-gauche, ouvertement anti-jacobin. Sieyès dit on va arrêter 40 types, 40 députés des 500 qui représentent la faction de gauche. Cette faction qui, à l'aide des généraux, va s'emparer de la République. J'ai oublié de vous donner ce détail de La Revellière-Lépeau, ce cher La Revellière qui avait été un homme honnête et qui, au tome 3, page 333 de ses mémoires, écrira la phrase lapidaire que voici, c'est la faction des généraux jointe à celle des voleurs qui a renversé la République. Alors Sieyès disait, on va faire des arrestations immédiates de gens de gauche. Bonaparte dit non, surtout pas, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Je reste pour l'opinion publique le général Vendémiaire, c'est-à-dire celui qui avait marché en 95 contre les royalistes. Traversant la France, de Fréjus à Lyon jusqu'à Paris, je me suis aperçu que j'avais des banderoles tricolores autour de moi et que les gens criaient « Vive la République ». Il s'agit donc de duper les gens. Bien sûr, on va l'étrangler, la République, vous êtes d'accord avec moi, mais il ne faut pas que les gens le sachent. Il faut que ça paraisse une opération républicaine.
Bonaparte est beaucoup plus intelligent que Sieyès, et c'est tout le prix d'un consentement, tout ce que le consentement ajoute à la puissance du fait. On la détruira, la République, c'est entendu, mais on ne le dira pas. Il ne faut pas que les gens s'en aperçoivent. Deuxième point de désaccord avec Sieyès. Sieyès dit, il faut faire donner l'armée. Halte là, dit Bonaparte, surtout pas donner l'armée. Pourquoi? Premièrement, parce qu'il ne faut pas donner aux gens l'impression qu'on fait un coup de force, et deuxièmement, parce que Bonaparte est un homme hanté, absolument hanté par l'idée qu'un autre général pourrait se mettre devant lui. Si on associe un autre général au coup, il ne sera plus seul comme militaire. Les militaires doivent être là du point de vue décoratif, pour faire de l'effet. Mais aucun n'aura le pouvoir, c'est lui seul qui va pouvoir tirer l'épée si c'est nécessaire. Il a cependant un petit détail complémentaire que je dois vous dire. Bonaparte dit s'il y a un seul cas où nous utilisons la force et la violence, c'est si les faubourgs bougent. Parce que le grand ennemi de Bonaparte, c'est le peuple, naturellement, c'est la cariatide. Alors si les gens de Santerre, le Santerre de la Révolution qui était toujours là dans son faubourg Saint-Antoine, si les gens de Santerre marchent contre moi, oui, alors on les fera mitrailler. Mais il ne faut pas de sang autrement. Il faut que tout se passe d'une manière civile et feutrée. L'opération ne peut plus échouer. Elle ne peut plus échouer parce que l'argent est derrière. J'ai là deux citations importantes à vous apporter, justement. Il y a Roederer. Roederer, c'est un industriel. Il est dans le coup. Et il va dire, je vous lis ça lentement parce que ça vaut la peine, je ne doutais pas de son succès, en parlant de Bonaparte, je ne doutais pas de son succès, car je lui voyais le plus puissant des auxiliaires, l'argent. Et Albert Vandal, cet homme si bien pensant, je vous dis, qui a écrit ce beau livre, L'avènement de Bonaparte, aura à la page 246, tome 1 de son Avènement de Bonaparte, la phrase que voici, les tripoteurs flairaient une affaire énorme. On a donc les 30 millions qu'a trouvé du côté de Pergaud, ce sont des banquiers suisses qui financent l'opération en partie. Du côté de Pergaud, on a 30 millions, il y a Ouvrard qui se réserve, mais on va mettre dans le coup Cambacérès. Cambacérès, qui était un inverti notoire, mais plein de dignité. Cambacérès était chef du contentieux chez le banquier Ouvrard. Alors, comme on mettra Cambacérès dans le coup, on pense qu'Ouvrard financera aussi. Et puis, il y a Collot, puis il y a la maison Godin, enfin, il y a un certain nombre de gens qui ont financé, qui ont dit, nous sommes derrière vous, on peut y aller. Scénario organisé est le suivant. Il faut que les gens s'aperçoivent le moins possible de ce qui va se passer. Alors, des complices, le 18 Brumaire au matin, c'est-à-dire le 9 novembre, des complices vont prononcer des paroles alarmées et effrayantes au moment où les deux assemblées, anciens et 500, vont se réunir. Ces complices vont dire, la police vient de découvrir un complot anarchiste. C'est tellement grave que deux mesures s'imposent. Premièrement, on va nommer un gouverneur militaire de Paris qui aura toutes les troupes de Paris entre ses mains, le général Bonaparte. Et deuxième mesure, on va décider que pour éviter une pression populaire à cause des anarchistes, ça ne sera pas à Paris, ce sera à Saint-Cloud, à côté. C'est là que ça va se passer. C'est à Saint-Cloud que vont se réunir demain 19 Brumaire, c'est-à-dire 10 novembre, les deux chambres, les anciens et les 500. Toujours dans le scénario. Une fois que les chambres sont réunies et que Bonaparte aura pris le pouvoir, sera arrivé avec des troupes à Saint-Cloud pour protéger la représentation nationale, on fera donner le scénario suivant. Des complices, Joseph d'un côté, Joseph du côté des anciens, et Lucien, qui est président des 500, feront voter les mesures d'exception que voici. En présence de cet épouvantable danger révolutionnaire et du complot anarchiste qui est prêt à éclater, nous décidons que la Constitution va être modifiée, mais nous allons procéder par étapes. Pour l'instant, le directoire va se dissoudre. Au lieu de 5 directeurs, il n'y aura plus que 3, qui ne s'appelleront plus directeurs, qui se prendront un nom romain. On appellera ça des consuls. Il n'y aura d'ailleurs pas de présidence, ils seront présidents à tour de rôle. On nommera 3 consuls. Ces 3 consuls demanderont aux chambres de s'ajourner pendant 2 mois, simplement 2 mois. Chacune des chambres va nommer une commission, et dans un délai de 2 mois, les commissions ayant bien travaillé proposeront une nouvelle constitution à la France. La République aura été étranglée en 12. Tout semblait bien organisé. Mais maintenant, comment est-ce que ça va se jouer? Le 18, ça se joue pas trop mal. En effet, Bonaparte, au début de la journée, reçoit plein pouvoir militaire dans Paris. La décision est prise que les chambres vont se réunir le lendemain à Saint-Cloud. Mais Sieyès a beau insister auprès de Bonaparte pour qu'on fasse pendant la nuit des arrestations de gens de gauche, Bonaparte continue à s'y opposer. Et là, c'est le danger qui va courir. Parce que les gens de gauche se disent, mais qu'est-ce qui se passe? On n'a jamais entendu parler de complot anarchiste, c'est une invention, c'est quelque chose contre nous, si bien que le lendemain, le 19 Brumaire, lorsqu'au début de l'après-midi, vers 2 heures de l'après-midi, les deux chambres ont se réuni dans le château de Saint-Cloud, il y a une fameuse agitation. Les anciens convoquent ce général Bonaparte, à qui ils ont remis le pouvoir, et lui posent des questions. Et disent à Bonaparte, est-ce que vous pouvez nous expliquer, général, enfin, ce qui se passe? Nous entendons parler d'un complot, donnez-nous des précisions. Bonaparte ne s'attendait pas
à être interrogé. Or, il n'a aucun talent de parole. Il est incapable de s'adresser d'une manière suivie à un auditoire. Si bien qu'il, pardonnez-moi, il bafouille de la manière la plus lamentable. Nous avons là-dessus les renseignements les plus précis. On lui pose des questions, il ne sait pas que répondre. Il est entouré d'amis. Il y a Berthier qui est là, il y a Bourrienne. Il se retourne vers l'un et vers l'autre pour demander qu'on lui souffle. Il ne sait pas que dire. Il se répète. Il finit par employer une phrase qu'il avait utilisée au Caire, mais qui n'est d'aucune application à Paris. Il dit « N'oubliez pas que mes pas sont accompagnés par le Dieu de la victoire et par le Dieu de la guerre. » Et il finit par crier « Qui même me suivent », ce qui ne signifie rien. Il sort dans un état assez affreux de ce groupe des anciens, en se disant, qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, il faut que j'aille voir les 500. Il se précipite dans la salle des 500, il n'a pas le droit d'y entrer. Il est un général. Un général ne peut entrer dans l'enceinte parlementaire que s'il y est convoqué. C'était très bien chez les anciens qu'il avait convoqué, mais il n'a pas le droit d'entrer sans convocation chez les 500. Et c'est les 500, c'est là où il y a les Jacobins. Dès qu'il pénètre avec une dizaine de grenadiers dans l'enceinte des 500, c'est un tumulte. Des gens descendent de leur banc, le prennent par ses vêtements. Qu'est-ce que vous faites là? Enfin, c'est un coup d'État. On racontera plus tard qu'on a voulu le tuer, il n'en est pas question. Il a reçu, je crois, quelques coups de poing, quelques horions, mais il est dans un tel état d'affolement qu'il s'évanouit à moitié. On est obligé de le soutenir par les aisselles. Il traîne les pieds quand on l'emmène dans le couloir. On l'enferme dans une petite pièce du château de Saint-Cloud où il est complètement affolé et comme il avait une de ses poussées de boutons habituelles, il se déchire les boutons avec ses mains, il est tout en sang. Et c'est à ce moment-là que Lucien, le président des 500, le frère Lucien, va sauver la situation. Lucien, très habile, très intelligent aussi. Lucien va se précipiter hors de la salle des 500 avec son costume de président. Il va appeler les grenadiers, les soldats qui sont là pour la protection des 500, et il va leur dire, un complot vient d'éclater à l'intérieur même de la salle. Des gens ont voulu tuer votre général. Regardez-le, il a la figure tout en sang. Alors on fait arriver le Bonaparte qui est livide et qui s'est gratté les boutons alors qu'il saigne. Les grenadiers disent, mais c'était épouvantable, on a voulu tuer notre général. Murat, qui est un ami de Bonaparte, se précipite avec ses grenadiers dans la salle des séances et dit, pardonnez-moi, foutez-moi tout ça dehors. Les grenadiers poussent les parlementaires qui s'enfuient par les fenêtres. On en rattrapera en fin de journée une cinquantaine. C'est devant la cinquantaine des députés sur les 750 qu'ils sont. C'est devant la cinquantaine qu'on proposera le plan des 3 consuls et de la disparition de la République. Ça sera voté immédiatement par ce Parlement croupion, qui est un super mini-parlement, puisqu'ils sont 50 sur 750. L'opération a réussi. Les grenadiers rentrent à Paris en criant, en chantant même le « ça ira », croyant qu'ils ont sauvé la République. Talleyrand va dîner chez une actrice, Bonaparte va dîner chez un banquier qui s'appelle Le Couteux, et le soir même, vous m'entendez, le soir même, on va rendre les délégations aux fournisseurs.